Bonjour à tous et merci d'être présents pour la 38e conférence du dernier mardi du mois, donc organisée par la FHU Respire. Où on a le plaisir d'accueillir Yann Landcox, qui est toxicologue à l'Université du Littoral Côte d'Opale et qui nous parlera aujourd'hui de l'intérêt des études cellulaires in situ pour la recherche de biomarqueurs d'exposition. Alors, comme habituellement, on vous parle un petit peu d'abord de la FHU. Donc, la FHU Respire, qu'est-ce que c'est? C'est un projet retenu dans le cadre de l'appel à projet porté par le G4, labellisé FHU par Aviessant et à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, les objectifs de la FHU, c'est de renforcer les relations hôpital-université-unité de recherche au sein de l'interrégion Nord-Ouest pour stimuler la recherche médicale sur la thématique de la santé respiratoire et d'améliorer la santé respiratoire par une approche intégrée qui prend en compte les caractéristiques de l'hôte dès l'enfance, l'environnement, les pathogènes et leur interaction au niveau pulmonaire. Donc, je passerai rapidement sur les partenaires de la FHU qui sont globalement les 4 CHU donc du G4 et les universités associées partenaires. Les conférences du mardi du mois, donc elles ont été mises en place en 2022. L'objectif, c'est de faire connaître la FHU et de mettre en avant donc les compétences et les travaux de recherche des membres de la FHU. C'est des conférences qui permettent de présenter ou de débattre de sujets, de projets, d'avancées ou d'outils ou de parler de nouvelles technologies. Et donc les conférences peuvent être orientées soit grand public, soit vers les professionnels de santé. Elles sont organisées donc chaque dernier mardi du mois de 13 heures à 14 heures en visio, sauf en période scolaire. Quand ça tombe en période scolaire, en général, on les prévoit plutôt le mardi juste avant les vacances. Donc leur durée est de 30 à 45 minutes avec un temps d'échange qui est toujours prévu pour voilà, débattre des questions éventuelles. Et donc ces conférences sont diffusées auprès des 4 CHU, des universités partenaires et de tous les partenaires de la FHU, donc sur LinkedIn. Et elles peuvent être aussi diffusées en replay sur la chaîne YouTube de la FHU Respire. Donc là, je vous ai remis le programme 2026 des conférences qui ont été prévues. Donc vous voyez, en fin d'année, on n'a pas encore le programme pour le moment. Donc si vous avez des idées ou des propositions à nous faire sur des sujets qui sont évidemment attraits à la santé respiratoire, que ce soit des sujets dans le fondamental, dans la recherche clinique, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse programmer éventuellement de nouveaux sujets d'ici la fin de l'année. Alors, je fais un rapide point sur l'appel à projet FHU 2027-2031. Vous savez qu'on est en train d'y travailler fortement. Vous savez qu'on la lettre d'intention de la FHU Respire donc 2.0 a été acceptée et qu'on prépare le dossier complet à soumettre au G4 pour le jeudi 9 juillet. Donc les corrections désormais ne seront plus sur le cloud FHU mais uniquement par mail. Donc on a pris en compte les dernières corrections vendredi dernier. À partir de maintenant, vous pouvez toujours le faire, mais ce sera plutôt par mail pour qu'on puisse plus facilement le voir et le prendre en compte. Les lettres d'engagement des partenaires de la FHU ont été collectées. Il y en a plus que 2 ou 3 qui sont en attente. Les lettres de soutien des universités et des CHU ou CH partenaires sont en cours. L'envoi du dossier final se fera donc par mail à tous d'ici la fin de semaine pour une dernière relecture. Alors on va essayer d'aller le plus vite possible avec l'air, mais on a un petit peu de retard sur nos prévisions. Et puis les résultats sont attendus pour la mi-novembre. Donc on saura pour normalement notre prochain congrès ce qu'il advient de cette FHU. Et maintenant, je vais, pardon, passer la parole à Philippe Gosset, qui va modérer cette conférence. Oui, merci Sandrine. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Langkotz, qui est maître de conférence à l'Université du Littoral et de la Côte d'Opale. Il fait partie de l'unité de chimie environnementale et d'interaction avec le vivant. Et en fait, en plus précisément, Yann fait partie de l'équipe chimie et toxicologie des émissions atmosphériques, ce qui correspond tout à fait aux intérêts de la FHU. Et dans ce cadre, donc
Cette unité a pour objectif d'étudier à la fois les impacts des polluants sur le vivant et plus particulièrement sur la santé humaine et la santé respiratoire. La remédiation, mais ça ne se limite pas à ça. Il y a aussi d'autres aspects qui nous sont moins directement intéressants, mais qui présentent également de gros intérêts, en particulier la remédiation biologique et chimique des polluants, la valorisation de la biomasse. Et donc, je vais laisser la parole à Yann qui va développer cette thématique. Merci, Yann. Ben, merci de m'avoir proposé de cette conférence. Désolé pour les différents reports que j'ai été obligé de faire par le passé. Donc maintenant, voilà, je suis bien là et on va pouvoir commencer cette conférence. Je ne sais pas si vous voyez, C'est en cours, ça tout est arrive. bon, Pas encore. Ça... ça arrive. Oui, juste une précision, l'équipe de Yann a rejoint récemment la FHU. Oui, oui, Donc, on a, oui, toute voilà, collaboration est vivement sollicitée. Voilà. voilà. Donc, bah, je voulais donc déjà vous remercier de m'avoir proposé de participer à ces conférences du dernier mardi du mois. Remercier les gens qui sont connectés ici ou un peu plus loin, parce que je vois que j'ai des collègues qui sont à l'étranger qui sont connectés. Donc voilà, merci pour ça. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on fait au laboratoire et ce qu'on a développé avec mes collègues de l'UCEF depuis quelques années, qui sont les études cellulaires in situ, dans le but de rechercher des marqueurs d'exposition à la pollution atmosphérique. Alors, quelques rappels, mais ça a déjà été évoqué dans différentes conférences qu'on a pu avoir ici. Euh, la, la pollution de l'air, c'est quelque chose qui est relativement vieux finalement quand on y réfléchit. On sait que les premiers épisodes de pollution qu'on peut voir, c'est ce qui a causé l'extinction des dinosaures et tout ce qui a été éruption volcanique, feux de volcan qui ont généré un certain nombre de cendres. Voilà. Dans l'ère plus moderne, on retient trois grands épisodes de pollution, puisque ces trois épisodes de pollution ont permis de faire modifier la loi justement et prendre connaissance et prendre conscience surtout de l'intérêt de la pollution et l'impact que ça pouvait avoir sur la santé. On a un épisode de pollution qui recense dans les années 30 dans la vallée de la Meuse, suite à une inversion thermique, à des brouillards mortels qui a autant impacté la population que le bétail et qui a engendré un certain nombre de morts. De manière plus moderne, entre guillemets, dans les années 50, on a le Grand Smog de Londres, qui est un des épisodes européens les plus connus de pollution, où on estime qu'on a pu atteindre 4000 décès en quelques jours pendant cet épisode. C'est ce qui a permis de créer les premières lois relatives à la qualité de l'air. En fait, utilisation massive de charbon en hiver pour l'industrie, pour se chauffer, du charbon qui contenait beaucoup de soufre, et derrière, on crée des pollutions aux oxydes de soufre et puis aux particules qui provoquent des dégâts et notamment beaucoup de morts dans la population. Et puis on a le même phénomène qui se présente un peu plus tard aux États-Unis, notamment à New York, un gros phénomène de pollution, début des transports, de l'automobile, beaucoup d'émissions liées notamment les oxydes d'azote liés au transport et à la combustion de carburant. Et derrière, on se retrouve avec aussi un smog urbain qui fait on a aussi un certain nombre de désagréments et ce qui conditionne aussi la création de la nouvelle loi américaine sur le droit à respirer un air sain. Et donc, c'est ces épisodes-là de pollution qui ont fait prendre conscience de cette problématique de la qualité de l'air et de l'effet de la qualité de l'air sur la santé. Dans le cadre de l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, nous on travaille sur donc, la qualité de l'air et l'impact que peut avoir la dégradation de la qualité de l'air sur la santé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle pollution atmosphérique? En fait, la pollution, c'est un mélange de gaz et de particules qu'on va retrouver dans l'environnement en quantité, on va dire, supérieure à la normale. C'est-à-dire qu'on va estimer qu'on a certaine norme qui permettent de pouvoir garantir que l'air est relativement sain, et derrière, quand on dépasse ces normes, on parle de pollution. Euh, on s'intéresse également, nous, aux sources d'émissions, puisque derrière, connaître les sources d'émissions permet de connaître les différents éléments qui peuvent être émis dans le cadre de cette pollution, et puis aussi de pouvoir essayer de comprendre un petit peu les phénomènes qui peuvent être associés à cette pollution. Euh, en règle générale, on va estimer que sur Terre, il y a à peu près
89% des émissions qu'on va dire d'origine naturelle et 11% d'origine anthropique. Ça, c'est au niveau global, au niveau terrestre. Par contre, si on regarde plus en détail, ces pourcentages peuvent varier en fonction de sources bien particulières. Dans les sources qu'on on va retrouver tout un tas de sources naturelles, les feux de forêt, les éruptions volcaniques, les embruns marins, par exemple, et puis toute une partie de sources qui sont plutôt liées à la présence de l'homme sur Terre, le transport, que ce soit maritime ou routier, le chauffage, l'industrie, la production d'énergie, l'agriculture, et toutes ces différentes sources vont contribuer à la pollution de l'air et donc à retrouver dans l'atmosphère un certain nombre de polluants. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question de la pollution atmosphérique? Parce que maintenant, il est clairement établi que la pollution atmosphérique est responsable de décès prématurés dans le monde et en France. On a pu estimer les quantités, le nombre de décès qui étaient impliqués. On estime à près entre 6,7 et 7 millions de personnes qui meurent de façon prématurée dans le monde par an. En France, si on regarde de manière plus précise, alors les chiffres peuvent différer en fonction des différentes études, mais on est à peu près aux alentours de 25 000 décès prématurés par an en France, avec dans les dernières études qui ont été faites, l'influence des différents polluants qu'on peut retrouver, 16 000 environ liés aux particules, à la présence de particules, et puis le reste lié aux gaz que peuvent être l'ozone ou les oxydes d'azote. On parle bien dans ce cas-là de décès prématurés, donc on ne meurt pas de respirer de l'air, par contre on aggrave des pathologies qui sont déjà présentes et les gens perdent de l'espérance de vie. Si on regarde les recommandations que font l'OMS, donc on a deux types de valeurs seuil à respecter. Des valeurs qui sont des valeurs dites réglementaires, qui sont des seuils que les industriels n'ont pas le droit de dépasser, et puis les valeurs de l'OMS qui sont des recommandations. Si on prend les recommandations qui sont normalement des recommandations liées à la santé, on constate que 99% de la population mondiale respire un air qui dépasse les limites recommandées par l'OMS. Ce qui fait que cette question de la qualité de l'air et de préserver la qualité de l'air est un sujet mondial. Euh, alors, on pourrait se dire que ce qui touche à la qualité de l'air, ça touche essentiellement les maladies respiratoires. Finalement, quand on regarde la part des maladies non transmissibles liées à la qualité de l'air, on va retrouver première pathologie tout ce qui va être lié aux maladies cardiovasculaires, puisque certaines particules les plus fines, qui sont les plus dangereuses, peuvent passer à travers les différentes barrières de l'organisme et se retrouver dans le système circulatoire. Ensuite, on va retrouver les maladies respiratoires, notamment chroniques comme l'asthme, la BPCO. On retrouve aussi un certain nombre de cancers, dont le cancer du poumon, dans la part de ces maladies liées à une dégradation de la qualité de l'air. Si maintenant on s'intéresse aux différents polluants qu'on va retrouver dans l'air, on va retrouver des polluants gazeux, sous forme gazeuse, alors les oxydes d'azote, l'oxyde de soufre, les composés organiques volatiles qu'on va retrouver. Ces composés-là sont des composés qui vont permettre la formation d'ozone au niveau de l'environnement. On verra un peu plus loin le détail de ce changement de molécules. On va retrouver un certain nombre d'entités biologiques. On va retrouver des pollens, on va retrouver des virus, on va retrouver des bactéries aussi dans l'air. Et puis toute une partie qui sont des particules et une phase particulière importante qu'on va pouvoir retrouver également. Ces particules vont avoir des compositions qui vont pouvoir varier en fonction de la localisation géographique et puis également des sources à proximité et des conditions météorologiques qu'on va pouvoir rencontrer à l'endroit où elles sont émises. Si on regarde au niveau de ces particules, on a décidé historiquement de les classer en fonction de leur taille pour pouvoir avoir un certain classement, ce qu'on appelle le diamètre aérodynamique équivalent. Ces particules, alors celles qui sont les plus connues, ça va être les particules, ce qu'on appelle particules fines et particules ultra fines, qui vont avoir des propriétés particulières, puisque elles vont être donc soit de taille inférieure à 2,5 microns pour les particules fines, soit de taille inférieure à 100 nanomètres pour les particules ultra fines. Sur ces particules, on va retrouver un certain nombre de composés qui vont pouvoir être absorbés, des composés inorganiques comme des métaux ou des ions, des composés organiques, et aussi une partie de la fraction biologique qui va être dessus. L'importance de connaître la taille des particules, elle permet aussi de pouvoir conditionner leur pénétration dans l'arbre bronchique. C'est-à-dire que on sait maintenant que
les particules les plus grosses, celles qui ont un diamètre supérieur à 10 micromètres, généralement, vont rester dans, la partie, dans le nez, ou en tout cas, vont très peu rentrer profondément dans les poumons. Par contre, plus elles vont être fines, plus elles vont pouvoir rentrer profondément. Et la problématique des particules fines, et notamment des fines et des ultra fines, c'est que elles vont pouvoir rentrer dans le poumon profond, et pour les plus fines d'entre elles, passer la barrière alvéolo-capillaire et se retrouver dans la circulation, ce qui explique aussi qu'on retrouve parmi les pathologies liées à la pollution de l'air un certain nombre de pathologies en lien avec le système cardiovasculaire. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous on travaille, et on a la chance d'être une unité mixte qui est composée de chimistes et de toxicologues, de chimistes qui nous permettent de pouvoir avoir des cartes, un peu cartes d'identité de la pollution, et avoir vraiment des compositions bien détaillées des différents polluants qu'on a, et puis nous sur le volet toxicologie, regarder un petit peu au niveau respiratoire comment est-ce que ces différentes particules se comportent. La problématique à laquelle on fait face, alors j'aurais pu mettre un S à problématique puisqu'il y en a quand même plusieurs, c'est que la pollution de l'air, c'est un mélange complexe de produits à étudier. On retrouve des gaz, des particules. En fonction des sources, on va avoir des compositions qui peuvent varier. On va avoir des interactions entre les différents polluants qui vont être complexes. Et donc, c'est assez compliqué à modéliser cette pollution. On a aussi un certain nombre de modèles. Alors nous, de notre côté, on travaille sur de l'in vitro. On sait que l'importance du choix du modèle est importante, que la méthode d'exposition à ce modèle est aussi importante. Pendant très longtemps, on a travaillé sur des cultures dites immergées, où on mettait des cellules pulmonaires dans un fond de puits de culture, et puis par-dessus, on mettait du milieu de culture, et on exposait à des polluants. Sauf que physiologiquement, le poumon se présente pas de cette manière-là, et donc il est important aussi de choisir bien le mode d'exposition et le choix du modèle qu'on va pouvoir utiliser. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié à la dose d'exposition. Est-ce que on expose à des conditions sur lesquelles on cherche à avoir des effets? Est-ce qu'on essaye d'exposer à des conditions réalistes, c'est-à-dire que prendre en considération la dose à laquelle la population est exposée, et voir quels sont les effets qu'on peut observer nous in vitro à ce niveau-là? Est-ce qu'on parle de monopolluants ou de multipolluants? Est-ce qu'on travaille sur différentes doses d'un même polluant qu'on connaît pour voir les effets qu'ils peuvent avoir, ou est-ce qu'on est sur un modèle réel, et donc avec, en prenant en compte les particules, les gaz, les différents composés organiques qu'on peut retrouver, les différents métaux qu'on peut retrouver. Et toutes ces questions-là, en fait, ben, c'est ce qu'on essaye enfin, c'est des questions auxquelles on essaye de répondre au sein de l'équipe avec différentes approches. Euh, pour le côté physiologie, on s'est doté il y a déjà quelques années d'un système qui permet de faire de l'exposition qu'on appelle en interface air liquide. C'est-à-dire que au lieu d'exposer les cellules en milieu liquide, on est capable de créer une interface entre les cellules, le pôle apical des cellules étant exposé à un flux gazeux ou un flux de particules, et puis le milieu nutritif se retrouvant uniquement en position basale des cellules. Donc nous, on a fait le choix de s'équiper du système VitroCell, qui est un des systèmes qui est disponible sur le marché, qui maintenant a fait ses preuves dans les expositions de cellules pulmonaires en interface air liquide. Sur la question de la physiologie du modèle, donc on est parti sur des expositions en interface air liquide. Par contre, on a aussi réfléchi à différentes approches par rapport aux différents modèles cellulaires qui étaient disponibles. On va avoir un certain nombre de modèles, donc modèle de cellules plutôt nasales, qui nous permet d'appréhender les différents polluants de grosse taille ou de taille grossière qui peuvent rester finalement dans la sphère ORL lors des expositions. On va aussi pouvoir travailler sur différents modèles qui sont plus ou moins profonds dans le poumon, des cellules bronchiques, des cellules alvéolaires, qui, en fonction des différents polluants qu'on souhaite étudier, vont avoir leur pertinence, avec différents modèles qui sont disponibles sur le marché, qui permettent de les permettre une culture en interface air liquide. Récemment, au sein de l'équipe, on a développé aussi l'ajout de modèles endothéliaux sur nos modèles, notamment alvéolaires, pour pouvoir prendre en considération aussi la barrière alvéolo-capillaire, et voir finalement quels étaient les effets de ces particules les plus fines, les particules ultra fines, et comment elles pouvaient passer d'une cellule alvéolaire à une cellule endothéliale, et voir comment est-ce que on pouvait essayer de mimer ces interactions. Ces interactions, finalement, elles font appel à ce qu'on appelle l'éco-culture, qu'on est capable aussi de mettre en œuvre quand on fait de l'exposition d'interface air liquide. On a deux modèles principaux. Le modèle où on peut cultiver des cellules épithéliales avec des cellules du système immunitaire.
type macrophage qu'on peut rajouter sur les cellules, ou on peut avoir aussi des cellules de barrière, donc des co-cultures où on prend des cellules épithéliales sur lesquelles on va greffer en dessous des cellules endothéliales pour avoir essayé de reproduire le plus fidèlement possible la barrière. Alors, il est possible de mixer les deux modèles. Il existe des modèles où on prend des cellules épithéliales, des cellules endothéliales, et sur lesquelles on va ajouter des macrophages en culture. Ceci permet d'avoir des modèles sur lesquels on peut finalement être très reproductible, puisque en maîtrisant bien la culture des différents modèles, on est capable de reproduire de façon fidèle à chaque fois le même modèle. Il existe, pour faire le tour des différents modèles qu'on peut utiliser, qu'on a déjà utilisés au sein du laboratoire, au sein de l'équipe, des systèmes qui sont des modèles plus complexes, qu'il faut prélever sur des patients et qu'on peut mettre en culture à base de cellules primaires, donc qui vont avoir l'avantage de reproduire tous les différents types cellulaires présents au niveau du poumon, puisqu'on va retrouver des cellules ciliées, des cellules basales, on va retrouver un certain nombre de paramètres, la sécrétion de mucus par exemple qui est assurée sur ces modèles-là. La difficulté, c'est que comme on est sur des cellules primaires prélevées sur différents patients, on peut avoir une diversité importante entre les différentes cultures. J'en profite juste pour remercier Louise Vérac, qui est donc étudiante en thèse chez nous, qui a créé cette diapo. Voilà, je la remercie pour voler son travail. Alors, une fois qu'on a choisi nos modèles simples, complexes, co-culture, monoculture, on a notre système Vitrocell qui nous permet de pouvoir faire des expositions à l'interface air liquide. Donc, nous, on a la possibilité sur ce système-là de sélectionner la voie et le type de polluant qu'on veut avoir à la fin sur nos cellules. On peut sélectionner soit les gaz, soit on peut sélectionner les particules plus les gaz, avec des têtes qui nous permettent de faire une sélection granulométrique. C'est-à-dire qu'on peut dire on va exposer à toutes les particules ou uniquement aux particules de taille inférieure à 10 micromètres, ou uniquement les particules fines PM2,5. Voilà, on a la possibilité de faire des expositions de ce type-là, ce qui nous permet de pouvoir ensuite, par comparaison, voir quels peuvent être l'effet des gaz par rapport à l'effet des particules sur nos différents modèles. Ensuite, on a en dessous de ce système un système de régulation qui nous permet d'avoir un flux constant au niveau des différentes puits de nos cellules, et puis les modules exposition cellulaire ensuite, qui sont des modules qui permettent de maintenir à 37 degrés les cellules et qui permettent d'exposer à la surface, donc le pôle apical des cellules de manière dynamique. Donc ça, c'est le système qu'on utilise. Ensuite, sur le choix des expositions, on a développé depuis maintenant presque une dizaine d'années deux types d'approches. Une première approche qui consiste à exposer les cellules en conditions contrôlées. Conditions contrôlées, c'est-à-dire que maintenant, on est capable de reproduire un mélange de différents paramètres. Donc, avec mon collègue Sylvain Billy, on avait à l'origine travaillé sur le volet COV au départ. C'était les premières approches qu'on avait pu avoir sur ces expositions en conditions contrôlées. Puis ensuite, on a ajouté maintenant, notamment avec la thèse de Suenne Boulet, qui était aussi doctorante chez nous, la partie génération de particules et génération de gaz, qui nous permet de reproduire des mélanges complexes, puisqu'on est capable maintenant de créer un flux de particules, lui ajouter ou pas un certain nombre de gaz à l'intérieur, et puis ajouter des composés organiques volatiles aussi pour pouvoir essayer de remimer une atmosphère qu'on aurait pu mesurer sur le terrain. On garde toujours, puisque on a la chance d'être accompagné par des chimistes, un gros pôle métrologie à chaque fois de nos études pour pouvoir avoir vraiment vérifier que nos conditions contrôlées sont bien des bonnes conditions, c'est-à-dire que systématiquement, on va pouvoir mesurer la granulométrie de notre aérosol, on va pouvoir mesurer un certain nombre de paramètres sur les gaz qu'on va pouvoir générer, pour pouvoir ensuite, ben, finalement, mettre notre système Vitrocell au bout de cette chaîne pour pouvoir exposer directement nos cellules à un mélange. Le gros avantage de cette approche d'exposition aux conditions contrôlées, c'est qu'on arrive à être très reproductible sur les conditions, et donc on peut se permettre de multiplier le nombre d'expositions. Alors voilà, on a beaucoup travaillé pour l'instant sur l'ozone, et donc on génère différents flux d'ozone à différentes concentrations, et ça nous permet de pouvoir avoir assez de cellules pour pouvoir rechercher des marqueurs avec cette méthode-là. Donc ça, c'est une des approches qu'on peut mener au laboratoire. L'approche la plus innovante, à mon sens, qu'on ait pu développer ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les expositions in situ. En fait, on est parti du principe que pour pouvoir répondre à ces problématiques et essayer de trouver des nouveaux biomarqueurs, le plus simple finalement, c'était d'aller exposer les cellules à des conditions réelles de polluants, c'est-à-dire qu'on amène directement les cellules sur le terrain et on les expose à l'air que les gens respirent. Donc là, vous avez différents
sessions d'exposition qu'on a pu mener sur la zone, enfin proche de Dunkerque ou à Fos-sur-Mer ou à Marseille, puisque vous verrez après, c'est une des problématiques sur lesquelles je travaille actuellement. On amène notre système d'exposition cellulaire, le Vitrocell, sur le terrain directement. On met nos cellules à l'intérieur de nos chambres d'exposition et on fait, entre guillemets, respirer les cellules directement l'air ambiant. Alors, notre système d'exposition in situ se limite pas uniquement à notre système Vitrocell qu'on amène sur le terrain. En fait, on a développé tout un panel de choses qu'on amène avec pour pouvoir avoir une métrologie très précise des expositions. Alors, généralement, il nous faut à minima un petit camion 12 mètres cubes pour pouvoir tout déplacer sur le terrain. On va mesurer en parallèle les différents composés gazeux. Donc, on va mesurer l'ozone, les oxydes d'azote, les différents COV. On peut avoir accès à certains équipements de mesure en temps réel, par exemple des COV, ou on peut mesurer aussi les oxydes de soufre si on a besoin, voilà, ce genre de choses. On fait en parallèle de nos expositions des prélèvements qui nous permettent de revenir à la composition précise des particules, que ce soit au niveau des métaux, au niveau de la composition en éléments organiques sur nos particules. On mesure systématiquement les concentrations de particules dans l'air, les particules fines, les particules ultra fines. On a tous des systèmes de mesure qui nous permettent d'aller. Et puis, au centre de tout ce dispositif, finalement, on a notre station d'exposition cellulaire qui nous permet d'exposer donc à différents composés. Donc, généralement, on travaille sur la fraction gazeuse, la fraction gaz plus particules fines. Et puis, on n'oublie pas à chaque fois d'amener ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle de l'air zéro. L'air zéro, c'est de l'air qui est filtré, purifié et dépourvu de tout polluant pour pouvoir avoir un contrôle de cellules qui respirent uniquement de l'air. Alors, au niveau ce déploiement, enfin, ce système, quand on le déploie, finalement, on obtient des concentrations. Alors, ces concentrations, par exemple, là, c'est des choses qu'on a fait, sur différentes campagnes de mesure qu'on a pu avoir ces derniers temps. Par exemple, on est capable maintenant, après, en laboratoire, de reprendre ces concentrations-là. Par exemple, si on prend l'exemple de ce qu'on a mesuré à Dunkerque au mois de mars 2024, on peut très bien se poser maintenant la question de se dire, mais finalement, une concentration d'ozone à 73 microgrammes par mètre cube, qu'est-ce que ça fait uniquement sur nos cellules? Et grâce à notre système d'exposition en conditions contrôlées, de reproduire une atmosphère dans laquelle on met uniquement 73 microgrammes par mètre cube d'ozone et voir quel est l'effet sur les cellules et par déduction, voir quel est l'effet des autres composés qu'on avait pu mesurer sur le terrain. Donc en fait, l'approche, elle est un peu double, c'est-à-dire qu'on a une partie sur le terrain où on essaye d'avoir des expositions les plus réalistes possibles pour être le plus fidèle possible à ce que les gens respirent pour pouvoir mesurer nos effets. Et puis derrière, la présence de toute la baie analytique de chimie qui nous permet d'avoir des mesures très précises de concentration dans l'air des différents polluants nous permet aussi, si on le souhaite, de pouvoir revenir, une fois en laboratoire, revenir sur des conditions contrôlées très précises et pouvoir ensuite donc s'amuser. Donc on est capable de reproduire des mélanges ozone NOx, par exemple, aux concentrations qu'on a vues sur le terrain. On est capable de générer des flux de particules. Enfin voilà, on a cette double approche exposition in situ qui ensuite peuvent nous permettre de faire un peu plus de fondamental sur les expositions en conditions contrôlées. Alors, pour illustrer un petit peu ce qu'on a fait, je vais vous parler de deux projets qu'on a actuellement, qu'on a pu mener au laboratoire sur ces expositions in situ et voir comment est-ce qu'on peut compléter les études. Le premier, c'est un projet que je porte sur l'étude de l'ozone troposphérique. Donc l'ozone, on sait qu'il y a deux types d'ozone, stratosphérique et troposphérique. Stratosphérique, c'est celui qui nous permet de nous protéger des rayonnements UV, notamment. Troposphérique, c'est celui qui est plus embêtant puisque il a tendance à irriter les voies respiratoires et on sait que maintenant il est impliqué dans l'apparition de l'aggravation sur toute pathologie comme l'asthme ou la BPCO. Quand vous avez notamment un pic d'ozone, on sait que les personnes les plus sensibles peuvent ressentir un certain nombre de symptômes. L'ozone a cette particularité-là, c'est que c'est pas un polluant qui est directement émis dans l'atmosphère. C'est-à-dire que l'ozone est considéré comme, enfin, est un polluant secondaire. Il lui faut des précurseurs, des sources avant. Donc, les oxydes d'azote, par exemple, un certain nombre de composés organiques volatiles, qu'ils soient d'origine anthropique, donc notamment émis par les usines, par le trafic routier ou un certain nombre
d'activité humaine, ou aussi par les végétaux, puisqu'on a un certain nombre de COV dits biogéniques qui sont uniquement produits par la végétation, qui peuvent aussi rentrer dans la balance. Et ensuite, le facteur qui permet la transformation de ces composés-là en ozone, c'est la lumière solaire, puisque c'est une réaction photochimique qui peut se passer dans l'atmosphère. Et donc, on a besoin aussi de la chaleur du soleil pour pouvoir créer cette réaction. Dans le contexte actuel, et on vient de passer une première canicule saisonnière, dans le contexte du réchauffement climatique et notamment l'augmentation de ces phénomènes de canicule, on a de plus en plus de problématiques d'ozone, puisque généralement, quand on a une canicule, en plus de ça, on rajoute une petite pollution à l'ozone qu'on a pu quasiment observer sur toute la France du dernier épisode de canicule. Nous, de notre côté, dans ce projet-là, on va s'intéresser à deux approches. Une première approche où on va quantifier l'ozone et puis essayer de quantifier le plus précisément possible quels sont les précurseurs qu'on retrouve dans différentes atmosphères, c'est-à-dire qu'on va quantifier les oxydes d'azote, certains composés organiques, on va aussi analyser des composés biogéniques comme les terpènes, par exemple. Ceci pour nous permettre éventuellement, si on souhaite s'intéresser à ces précurseurs, à pouvoir, en conditions contrôlées, refaire des expositions. Donc actuellement, on a fait des expositions à l'ozone directement, on a déjà fait des expositions aux oxydes d'azote, on est en train de prévoir des expositions au 1,3-butadiène, qui est un composé, un polluant émergent qu'on retrouve et qui est impliqué dans cette réaction et qui permet de fabriquer de l'ozone. Donc voilà, ceci, ça nous permet de pouvoir, sur le volet conditions contrôlées, pouvoir essayer d'étudier au plus précisément possible la pollution. De l'autre côté, on fait aussi des expositions cellulaires in situ, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller se transporter sur différents terrains pour pouvoir étudier directement ces phénomènes d'ozone pendant des pics ou pas loin de pics, en prenant en compte toute la diversité de l'atmosphère présente, et là-dessus, de pouvoir rechercher un certain nombre de biomarqueurs qui sont, enfin, qui mettent en évidence l'impact qu'a pu avoir cette pollution sur nos cellules cultivées en interface air liquide. Ce projet-là, en fait, sur l'étude de l'ozone troposphérique, il a un troisième volet. Donc, il y a le volet en laboratoire en conditions contrôlées, le volet in situ, mais il est aussi couplé à, une étude en population où je travaille avec différents centres hospitaliers et on travaille avec des sujets sains, des patients asthmatiques, des patients BPCO. Pendant les pics d'ozone et avant et après les pics d'ozone, sur lesquels on recueille un certain nombre de paramètres et pour lesquels on souhaite vérifier si les biomarqueurs qu'on a pu identifier de manière cellulaire constituent des biomarqueurs qui seraient pertinents d'étudier dans le cadre de suivi de ces patients-là. Donc, par exemple, on va étudier la fraction exhalée de NO, qui est un des paramètres qui peut être utile dans le suivi des patients asthmatiques. On recueille des condensats d'air exhalé sur lesquels on va pouvoir mesurer un certain nombre de paramètres et on essaye de faire le lien entre les deux, entre notre partie exposition cellulaire et ce qu'on a pu avoir sur les patients. Pour pouvoir étudier de manière assez marquée cette problématique de l'ozone, on a choisi deux sites d'études. En fait, alors sur Dunkerque, on évolue en zone portuaire et en France, on a une activité portuaire qui va souvent être liée à une activité industrielle, puisque derrière, le fait d'avoir accès à des voies de navigation et des grandes voies maritimes permet de pouvoir de l'approvisionnement et de l'exportation de certains produits industriels. Et donc, on a un certain nombre d'émissions dans ces zones industrielles liées à l'activité portuaire, et notamment, on va retrouver des oxydes d'azote, on va retrouver des composés organiques volatiles qui sont soit liés à l'activité industrielle, soit à l'activité de transport, puisque derrière, on a aussi une forte activité de transport routier, transport maritime sur ces zones-là. Des seuils ont été établis pour l'ozone. Donc, en général, les seuils, c'est 120 microgrammes mètre cube sur 8 heures qu'il ne faut pas dépasser. On observe régulièrement des dépassements de ces seuils-là au niveau national. On a choisi, nous, d'avoir une approche sur deux sites différents, qui sont donc le Grand Port Maritime de Dunkerque et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos-sur-Mer, puisque derrière, au niveau du nombre de jours de dépassement qu'on a pu observer sur l'année 2025, on était à 7 jours de dépassement pour le site de Dunkerque et 39 jours de dépassement pour le site de Marseille, Marseille-Fos-sur-Mer.
avec une particularité aussi sur les deux sites, c'est que le grand port maritime de Fos-sur-Mer a conservé une activité pétrochimique importante avec de nombreuses usines liées à cette activité-là et un certain nombre de rejets qu'on ne retrouve pas, nous, sur le territoire de Dunkerque, puisque l'activité n'a pas eu lieu ou a été arrêtée ces dernières années. Donc en fait, on a deux sites d'études. On a Dunkerque et Marseille pour le côté urbain et Mardic et Fos-sur-Mer pour le côté enfin, plateforme industrielle ou portuaire sur ces deux sites-là. Sur les deux sites-là, on va avoir notre exposition cellulaire in situ, donc avec notre système que je vous ai présenté précédemment qui est déployé les deux sites. Et puis, on travaille en partenariat avec le centre hospitalier de Dunkerque et le centre hospitalier de Martigues pour pouvoir avoir les recueils de condensats d'air exhalé et la mesure du FeNO chez des patients qui sont soit asthmatiques, soit traités pour BPCO, soit des patients, enfin des sains, des candidats sains qui participent à ce projet-là. Et puis sur ces deux types de matrices, que ce soit la matrice cellulaire ou le condensat d'air exhalé, on va mesurer un certain nombre de paramètres liés, on essaie de dresser un profil inflammatoire et on va s'intéresser à tout ce qui va être activation de l'inflammasome, puisque on avait mené une précédente étude au laboratoire qui avait mis en évidence que l'activation de cet inflammasome pouvait être un des éléments clés dans le déclenchement de la réponse inflammatoire, en tout cas, pouvait intervenir sur nos cellules. Donc ça, cette étude-là, elle est en cours actuellement. Donc là, on a été sur Marseille-Fos-sur-Mer pour faire un certain nombre d'études. On va devoir sûrement y retourner pour compléter nos analyses. Et puis voilà, on débute là, à partir de la semaine prochaine, les études sur Dunkerque. Voilà. Donc on a les premiers résultats qui devraient arriver d'ici la fin de l'année sur cette comparaison et sur quels sont les effets de l'ozone et de l'ozone couplé à différents polluants en zone industrielle ou portuaire. Donc voilà un des premiers exemples que je voulais vous présenter dans le cadre de ces études-là, qui permet de voir un peu quel peut être aussi l'apport de ces expositions in situ sur le plan de la recherche. Euh, un deuxième projet qui, pour le coup, celui-là est terminé en cours de valorisation. On a aussi pu déployer notre système pour faire de l'évaluation des risques en milieu professionnel. C'est-à-dire que c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec un laboratoire qui est plutôt spécialiste dans la transformation mécanique du bois dans les Vosges à Épinal, et puis un projet qui a été financé notamment dans le cadre de l'appel à projet de l'ANSES, qui s'appelait Copobois pour couplage innovant pour l'évaluation de l'effet des voies respiratoires de la polyexposition aux émissions particulières issues de la transformation mécanique du bois. En fait, le LERMAB, en partenariat avec le centre hospitalier de Nancy, avait développé une plateforme d'essai qui lui permettait de reproduire du sciage de bois et de collecter les particules émises par le sciage de bois, et notamment à travers un nez artificiel qui avait été développé grâce à des coupes scanners de nez et reproduire avec de l'impression 3D un nez artificiel, voilà, pour reproduire les différents cavités à l'intérieur du nez. Cette étude-là, elle avait débuté parce que au centre hospitalier de Nancy notamment, ils traitent un certain nombre de menuisiers puisque la partie proche des Vosges et les Vosges sont connus pour être un des sites importants au niveau de la menuiserie industrielle et de la menuiserie au niveau national. Et ils avaient à traiter un certain nombre de menuisiers qui avaient des cancers ou en tout cas des apparitions dans le nez de choses un peu particulières qui étaient peut-être liées à l'exposition aux particules de bois. Donc en fait, eux ont développé une partie qui permettait de pouvoir scier de manière reproductible du bois et collecter les émissions. Et nous, on est arrivé avec notre système Vitrocell pour le brancher directement en sortie de génération de particules ou en sortie de nez artificiel pour pouvoir voir s'il y avait potentiellement des effets liés à cette exposition. On a évalué un certain nombre de paramètres, des paramètres toujours liés à l'analyse physico-chimique de nos particules, la granulométrie, la SCOV qui ont pu être émis pendant le sciage du bois. Et puis nous, sur le volet cellulaire, on s'est intéressé à un certain nombre de paramètres, l'atteinte de la barrière qui avait été, enfin, la barrière épithéliale, la réponse inflammatoire, une partie sur la génotoxicité. Ce projet-là, donc on s'est aussi transporté avec tout notre matériel
pour pouvoir réaliser les expositions dans un atelier. On voit pas bien sur les photos, mais en fait, on est dans une halle technique de menuiserie. Ce qu'on a pu observer pour ce projet-là, finalement, sur le plan de la granulométrie, on a remarqué que, mis à part le bois massif qui générait des particules de taille plus grosse, finalement, que ce soit le médium, l'aggloméré ou l'OSB, on est sur des classes granulométriques un peu similaires, avec des particules qui font tout entre 1 micromètre et 10 micromètres, donc des particules qui peuvent finalement rentrer au niveau du nez et se retrouver au niveau des bronches. De manière intéressante dans notre étude, on a remarqué que par rapport au bois massif, la formation de particules liées aux différents bois de synthèse provoquait une réponse inflammatoire beaucoup plus importante avec le MDF, donc ou médium, qui était celui qui provoquait la plus grande réponse inflammatoire. Et parallèlement à ça, on a aussi observé que ce même bois, c'était celui qui allait activer un certain nombre de voies impliquées dans la génotoxicité des particules et qui pouvait finalement être le plus dangereux pour la santé finalement des gens qui travaillent avec ce bois-là. Sur la métabolisation des xénobiotiques, on avait développé déjà il y a quelques années un certain nombre de paramètres liés à cette métabolisation qui nous permet d'avoir des senseurs un peu chimiques des différents composés qu'on va retrouver. On a retrouvé notamment sur le bois massif une expression un peu augmentée de certains cytochromes qui correspondent peut-être à la présence de terpènes ou en tout cas de composés organiques à l'intérieur des essences de bois. Cette question-là, on l'a aussi observé en changeant d'essence de bois. Donc voilà. Euh, Ce qui est important de voir dans cette étude-là, c'est qu'en fait, on a constaté que le MDF, c'est celui qui est le plus utilisé comme bois, alors soit dans l'aménagement intérieur, soit aussi par les particuliers. Or, l'utilisation en scierie industrielle de ce type de bois avec des systèmes de ventilation, d'aspiration de manière très très forte permet d'éviter les particules. Par contre, chez les aménageurs ou chez les particuliers, on n'utilise pas forcément ce type de protection. Et donc, ce qu'on avait constaté, c'est que on a environ 3 fois plus de particules chez le MDF que sur le bois massif, et que finalement ce MDF qui était le plus utilisé et qui était celui qui générait le plus de particules, finalement était celui qui avait la réponse la plus importante en termes d'inflammation et de géotoxicité. Et donc, cette étude-là nous a permis de mettre en évidence des propriétés assez particulières et donc un risque qui peut être plus élevé sur ces expositions-là. Et surtout, ça nous a permis de valider un outil pour l'évaluation des risques, puisque derrière, partant de ce banc de sciage, on a scié du bois, mais on aurait été capable de scier des matériaux composites aussi ou un certain nombre de choses. Et puis, l'évolution de l'outil pour mimer le ponçage est aussi possible. Donc, on pourrait très bien travailler sur la génération de particules liées au ponçage du bois ou au ponçage d'autres matériaux. Et donc, finalement, le système Vitrocell peut être utilisé aussi pour créer un outil d'évaluation des risques éventuellement en validant un certain nombre de paramètres. Donc voilà les deux exemples que je voulais vous partager. On a fait un certain nombre d'autres campagnes. On a fait des campagnes de mesure sur le terrain. On a fait des comparaisons de sites entre des sites industriels, des sites portuaires, des sites plutôt ruraux. Voilà, on a eu différentes approches avec ce système-là. Mais on a encore plein d'idées et plein de choses et on est sollicité aussi par d'autres laboratoires ou d'autres équipes pour pouvoir mener des projets ensemble. Dans les perspectives qu'on a actuellement, sur le volet qualité de l'air et effet finalement des polluants qu'on trouve dans l'air, on travaille sur les polluants réglementaires pour bien montrer qu'on fait bien de les mesurer et que leur suivi et la baisse de leur concentration dans l'air est vraiment une nécessité. On s'intéresse aussi aux différents polluants émergents qu'on peut retrouver, donc un certain nombre de polluants qui sont pas encore réglementaires, qui font l'objet d'un certain nombre de mesures et voir finalement quels sont leurs effets. Et puis on a aussi je travaille aussi toute une partie sur les micro- et nanoplastiques dans l'air, puisque c'est aussi un polluant qui est émergent, mais qui n'est pas forcément encore beaucoup étudié sur ce compartiment-là. Pour lier avec le dernier projet sur les atmosphères de travail, finalement, on a travaillé sur les menuiseries, on a travaillé sur un système un peu particulier qui était un banc de sciage qui permettait la génération de particules. On peut aussi aller travailler dans une menuiserie industrielle ou dans différents systèmes industriels pour pouvoir voir un petit peu si on retrouve les mêmes résultats.
On a été sollicité par certaines collectivités pour intervenir au niveau des piscines et voir si finalement l'atmosphère à l'intérieur des piscines, avec l'utilisation notamment soit de chlore, soit d'ozone comme traitement pour les bassins, pouvait créer un certain nombre d'effets au niveau cellulaire. Et puis tout récemment, voilà, on travaille en travaillant avec certains centres hospitaliers, la question de la qualité de l'air au sein des blocs opératoires s'est posée. Donc là, on est en train d'essayer de mettre en place un protocole pour pouvoir aller étudier la qualité de l'air à l'intérieur des blocs opératoires. Sur l'air intérieur, il y a eu toute une problématique qui a été lancée au niveau national sur la qualité de l'air dans les salles de sport et notamment dans les salles d'escalade. Et il n'est pas exclu qu'on puisse aller faire une campagne de mesure dans une salle d'escalade pour voir un petit peu ce qu'on peut y retrouver. Dans notre approche sur notre système mobile, on a un certain nombre de terrains de jeu qui peuvent s'ouvrir à nous et qui peuvent nous permettre d'aller mener des études. Ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir avoir aussi ce lien avec les études en population et de pouvoir voir et de ne pas perdre à l'idée que la mesure de ces différents biomarqueurs sert aussi pour nous à pouvoir éventuellement mener des études en population et dans le but ultime de préserver la population de ces différents polluants qu'on va retrouver dans l'air. Euh, pour finir, je voudrais quand même remercier un certain nombre de partenaires avec qui j'ai travaillé. J'ai pu travailler depuis maintenant presque 10 ans sur ces questionnements et cette question de qualité de l'air et de système in situ pour la pollution de l'air. Et puis maintenant, bah voilà, je suis disponible si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Merci beaucoup, Yann, pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci Yann, effectivement, cette présentation était très claire et didactique. Moi, j'ai une première question sur plutôt anecdotique. Est-ce qu'on est sûr que les dinosaures sont bien morts suite à l'effet de la pollution ou Nous, ça, ça- l'effet de la variation d'environnement? Ça nous arrange bien de montrer qu'il y a un effet, Oui, voilà, il y a même eu un effet sur les dinosaures. Non, en fait, après, c'est les premiers épisodes de pollution naturelle qu'on a pu observer. On sait qu'il y a eu des éruptions volcaniques et des feux de forêt à ouais, cette ouais, bien époque-là. sûr. Donc, voilà, en fait, ça permet aussi d'illustrer le côté pollution naturelle. Parce que c'est vrai, quand on parle de pollution, généralement, on pense usine, trafic routier. Mais il y a aussi dans certaines zones du globe une pollution naturelle qui est fortement présente, liée à des éruptions volcaniques, à des feux de forêt. Ou, voilà, donc, ça contribue aussi à la qualité, enfin, à la dégradation de la qualité de l'air. Et une question très pratique. Et quel type de particules utilisez-vous? C'est des particules référencées ou Alors, vous collectez vous-même vos particules? on a les deux. On a on dispose de différents systèmes de collecte qui nous permet d'avoir des particules, des particules qu'on va rechercher dans différents environnements. Et puis, on a aussi une partie de particules qu'on achète, des particules de référence pour justement avoir la reproductibilité. La difficulté, c'est sur la quantité qu'on peut avoir besoin. Oui, oui, c'est l'éternel Généralement, problème. Ouais. pour avoir assez de particules, on est obligé de faire des campagnes de plusieurs mois, voire des fois sur une année complète pour avoir assez, pour pouvoir générer un flux de particules. Voilà. Ouais, ouais. Donc, Oui, oui, on connaît le problème parce qu'on mm, fait aussi de notre côté des expositions de particules et c'est un de nos souhaits de pouvoir disposer de particules réalistes. mm. Et sinon, pour revenir sur le côté très intéressant là, que vous avez mis en place, les expositions in situ, est-ce qu'en fait, parce que là, enfin, dans ce que tu as présenté, tu expliques que comme ça, tu peux mesurer l'effet de polluants isolés, enfin comparer l'effet de polluants isolés avec l'effet in situ. Mais est-ce qu'à l'inverse, d'après votre expérience, il y a des moments où on n'arrive pas justement avec les expositions in vitro à reproduire l'in situ? Ce qui voudrait dire qu'il y a des composés impliqués qu'on ne maîtrise pas en fait, Alors, ou qui ne sont pas connus. ça, c'est une question qui s'est déjà posée. Donc ça, c'est plus mon collègue Sylvain Billet qui a déjà travaillé
sur des études en chambre de simulation atmosphérique où on peut reproduire toute la partie réaction des différents polluants. Alors, dans l'in situ, nous, on mesure tout ce qu'il y a. Donc, s'il y a des réactions photochimiques qui se passent au moment où on expose, ben, on a ces réactions-là et ces composés, même ces intermédiaires de réaction qui sont présents. Il existe un certain nombre de chambres de simulation atmosphérique. Donc, on en a une sur Dunkerque. Il y en a une aussi au LISA à Paris. Et on a une ancienne doctorante qui a fait sa thèse chez nous, qui maintenant est ingénieur là-bas et qui travaille sur justement cette problématique d'exposition à des chambres de simulation atmosphérique C'est à aussi. Créteil, c'est la À chambre Créteil, ouais, de... ouais, Oui, c'est ça. oui, Il y en a une à Créteil, il y en a une à c'est... Dunkerque aussi. On en a deux. Il y en a une, voilà. Et donc, on est capable de reproduire Ouais. dans ces cas-là une réaction. C'est vrai que nous, on s'intéresse plutôt aux polluants simples, c'est-à-dire que on va les mesurer, on va voir qu'il y a eu une certaine concentration d'ozone, on va Mhm. reproduire cette concentration d'ozone et voir quel est l'effet de l'ozone seul par rapport au mélange complexe. Mais c'est vrai que on passe forcément à côté de choses et on pourra jamais reproduire, je pense, fidèlement une atmosphère in situ en laboratoire. Il y a beaucoup trop de paramètres qui entrent en considération. Ouais, ouais. Et, et l'autre aspect également, que j'ai un peu découvert là dans ton exposé, c'est l'étude en population. En fait, vous incluez des sujets en lien avec L'hôpital, ouais. l'hôpital local, voilà. Mm. En fait, vous faites ça de manière systématique ou Non, 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 non. à l'occasion de C'est dans, pics de pollution? Alors là, c'est dans le cadre d'un projet, c'est spécifiquement à l'occasion de pics de pollution. C'est vrai que c'est la complexité de travailler en population, c'est que Ouais, il faut, voilà. on Alors connaît le problème. voilà, c'est c'est assez, assez compliqué. Là, pour l'instant, on a commencé les premiers patients sur Dunkerque. Sur Martigues, c'est encore en cours. Enfin voilà, c'est ouais, vous savez, tout le monde sait un peu ce que c'est le problème de voilà, monter les CPP, les choses comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, le but, c'est de pouvoir aussi avoir sur la même période, nous, des expositions cellulaires et en même temps des patients qui arrivent à l'hôpital avec des pathologies respiratoires et voir si on retrouve les mêmes marqueurs, ou en tout cas, quels sont les marqueurs qui pourraient être prédictifs finalement. Ouais, ouais, bah c'est super intéressant, effectivement. Ouais. Alors, il y a une question sur le chat de Gosselin. Alors, attends, j'ai pas bien vu. Est-ce que j'ai, voilà. Concernant les perspectives, ce serait quelle classe de molécules qui seraient étudiées pour les polluants émergents? Alors, sur les polluants émergents, moi, je travaille sur notamment des polluants qui sont liés à l'industrie du plastique, donc 1,3-butadiène, acrylonitrine, styrène, qui sont les polluants, les COV émergents. Et puis, il y a alors la difficulté, on a des études actuellement sur la chimie des particules et notamment des particules ultra fines qui ont débuté au laboratoire. Ce serait de pouvoir travailler sur les particules ultra fines, mais avec la difficulté de collecte de ces particules-là et d'avoir des échantillons de particules ultra fines uniquement. Voilà. C'est enfin, dans les polluants émergents, la partie COV, notamment en lien avec l'industrie du plastique. Ça, c'est parce qu'aussi, on travaille sur les micro et nanoplastiques, donc on fait le lien avec aussi la fabrication de ces molécules-là, et puis les particules ultra fines. Alors, Et et les PFAS, oui, on travaille aussi sur les PFAS, mais pour l'instant les que dans l'air. PFAS, ouais. Ouais, que dans l'air, pour l'instant que dans le dosage dans l'air. Mais voilà. Moi, j'avais travaillé dessus à l'époque, quand j'étais en thèse, j'avais travaillé sur les PFAS aussi, mais c'est 10 ans après, ça revient, donc voilà, on va continuer à bosser dessus. Mais On en trouve beaucoup dans l'atmosphère? on en C'est trouve, une question naïve, oui. on en trouve, ouais. Ça va dépendre des émissions. Heureusement, nous, sur le secteur de Dunkerque, on est un peu. Les premières études qui avaient été faites montrent qu'il n'y en a pas tant que ça dans l'air. Par contre, sur le territoire du Lyonnais, là, on a des émissions très fortes, et donc là, on en retrouve de manière assez forte. Quelle est l'origine Dans de le Lyonnais, l'émission? ils ont des Oui, usines qui en émettent, en fait, qui en fabriquent. Il y a deux ouais, usines, d'accord. notamment, qui fabriquent des Mais je molécules pensais que c'était surtout dans le sol, enfin, via l'alimentation, en fait. dans l'eau et dans l'air. On Ouais, trouve aussi, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Et une question plus générale, est-ce que l'environnement marin dans lequel vous êtes a une influence Oui, particulière sur la oui. pollution? Alors sur la pollution, on est amené de temps en temps à mesurer aussi des particules de sable, par exemple, dans nos échantillons. Donc on peut avoir du relargage de sable, par exemple,
parce qu'on a du vent et que la plage fait qu'on a un balayage de sable. On retrouve des embruns marins aussi, donc on est capable de mesurer des sels marins dans l'air aussi. Donc il y a une influence aussi de ce côté marin. Généralement, plus on s'éloigne de la mer, plus on mesure des sels marins vieux. En fait, on est capable de faire la discrimination entre sels marins fraîchement émis et sels marins qui ont voyagé dans l'atmosphère. Et plus on s'éloigne, plus on descend vers l'île, plus on trouve des sels marins vieux et plus nous on a des sels marins frais, en fait, fraîchement émis. Mhm. Voilà. Donc il y a une petite influence du côté maritime, oui. Et donc après, je pense qu'il y a effectivement énormément de... Enfin, je pense qu'il y a pas mal de collaborations qui peuvent être mises en place dans le cadre de la FHU. Mm. Notamment, Ouais. je sais que de notre côté, on développe beaucoup, enfin, on n'est pas les seuls, hein, tout ce qui est organoïdes, Alors ouais, ce genre de choses, voilà. Donc, justement je pense que, dans le cadre voilà, de la vas-y. FHU, le dernier congrès où j'étais venu rapidement présenter aussi nos activités de laboratoire, j'ai échangé avec Muriel Pichavant et on a Oui, commencé oui, à réfléchir entre autres, ensemble, voilà, ensemble à un bien petit sûr. questionnement sur les organoïdes. Voilà, donc c'est en cours de développement. Voilà, donc Ok, je pense qu'il y aura plein de choses à faire dans le cadre de la Mm, FHU et faut pas hésiter à nous voilà, solliciter. on croise les doigts pour qu'elle Bah soit oui, faut que renouvelée ça déjà. passe, ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là pour aujourd'hui et encore Ouais, merci. bah merci et C'était puis à très bientôt. intéressant. À bientôt dans la suite des projets. Ouais. À Bon. bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Rendez-vous en septembre pour la prochaine conférence. On vous donnera l'intitulé, l'intervenant dans les prochaines semaines. Et puis, bah, n'oubliez pas, le troisième congrès de la FHU aura lieu les 1er et 2 décembre à Rouen. Donc, mettez-le bien dans votre agenda. Les inscriptions commenceront probablement au mois d'août. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt. Au À revoir. Au bientôt. revoir. Salut.